Bonjour et bienvenue sur Bricolone Geek, c'est Michael. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Famicom, mais pas que. Vous allez voir, ça va dévier sur le Famicom Disk-System, qui est un appareil que j'apprécie tout particulièrement pour en avoir ramené non pas un, mais deux du Japon. Qu'est-ce que la Famicom déjà? La Famicom, c'est la NES qu'on a connue chez nous, mais en version japonaise. Elle est sortie en 83 au Japon, alors que nous on n'y a eu droit qu'à partir de 87 environ, et encore avec une distribution assez chaotique. La Famicom, c'est ça. Une petite boîte blanche et rouge, en plastique cheap, avec des manettes directement soudées à l'arrière de la console. Une pauvre petite trappe en plastique, très loin d'être aussi classe que celle qu'on a connue. Vendue pas cher à l'époque, mais avec 2 ans d'avance technologiquement. Ça a fait un carton. Ça a tellement fait un carton qu'on a eu la génération Famicom au Japon. Et 3 ans plus tard est sorti le Famicom Disk-System. Voici le Famicom Disk-System. Tout seul, ça sert à rien. Par contre, si on pose une Famicom dessus, qu'on y insère le module RAM, voilà, et qu'on le connecte à l'arrière de la console, là, ça devient vraiment intéressant. Le Famicom Disk-System, lui, est sorti en 86, soit 3 ans à peine après la sortie de la Famicom. Comment Nintendo a pu imposer un périphérique assez onéreux pour l'époque, en plus de sa Famicom à acheter, pour pouvoir jouer à ces nouveaux jeux? Car oui, à partir de 86, la communication Nintendo c'était tous nos jeux vont sortir sur le Famicom Disk-System désormais. Ah, donc là, il va falloir sortir non pas les euros, mais les yens à l'époque. Et je pense que plus d'un joueur devait être réfractaire, il fallait vraiment des arguments massus pour Nintendo, pour pouvoir convaincre les gens. Eh bien la raison d'être du Famicom Disk-System déjà, c'est l'augmentation des coûts de fabrication des cartouches. En effet, une cartouche à l'époque faisait à peu près 32 kilo-octets et coûtait environ 40 euros. Le problème c'est que l'effet génération Famicom, l'augmentation du nombre de ventes de jeux, a créé un peu une pénurie de composants d'un point de vue EPROM, parce que c'est les EPROM qui coûtaient cher à l'époque. Et on se retrouvait avec des jeux qui grimpaient de plus en plus au niveau prix. Nintendo ayant vu la chose arriver, s'était dit bon bah il va falloir qu'on trouve une alternative aux EPROM. Ils ont trouvé comme alternative le Quick Disc. Quick Disc qui était à peu près une disquette 3 pouces et demi qu'on a connue chez nous, mais en version un peu différente. Et ils se sont dit bah on va l'adapter, on va le mettre à d'autres formats et on va en faire un support pour nos jeux. Ce support-là s'appellera donc le Famicom Disk-System, donc d'une capacité de 112 kilo-octets, soit à peu près 3 cartouches de Famicom. Il offrait en même temps des performances supérieures au niveau sonore et la possibilité de sauvegarder. Donc rien que ça déjà, c'était quand même quelque chose de bien. Mais pour enfoncer le clou et être sûr que Nintendo s'accapare, on va dire, le plus gros des joueurs durs de la Famicom, Nintendo a rajouté un truc massu, le prix, tout simplement. Un jeu cartouche, avant même l'inflation, coûtait 40 euros. Un jeu Famicom Disk-System coûtait 20 euros. 20 euros en boîte. Alors, en boîte, qu'est-ce que c'est pour un Famicom Disk-System? Par exemple, c'est ça. C'est une boîte plastique dans laquelle on retrouve une petite notice, une petite boîte en plastique avec dedans la petite disquette. On est bien loin des coûts de fabrication d'une cartouche classique Famicom avec son insert plastique avec derrière donc la cartouche à fabriquer qui est très chère, plus la grande boîte en carton. Voilà, donc d'un point de vue coût, c'est quand même vachement moins cher de produire ça. Et comme ça suffisait pas, Nintendo a décidé de sortir partout au Japon des disc writers. Qu'est-ce que c'est qu'un disc writer? Eh bien un disc writer, comme son nom l'indique en anglais, ça inscrit sur les disques. Alors vous allez me dire, ça supposerait qu'il y ait des disques vierges. Pas tout à fait. En fait, quand vous achetez un disque système, voici un disque système, vous avez deux côtés. Côté A, côté B, comme n'importe quelle disquette. Tout du moins, nous, comme n'importe quelle disquette à l'époque. En tout cas. Parce que nous, on a connu les 3 pouces et demi, mais en fait, elle était lisible recto verso par le lecteur.
on n'inversait pas. Alors que la 5 pouces 1 quart avant, par exemple, qu'on a eu, était obligé d'être inversé. Voilà. Bah, celle-là c'est pareil, il faut l'inverser manuellement, il n'y a pas de lecture recto-verso. Par contre, donc là-dessus, ça supposerait qu'on puisse réinscrire. Et c'est le cas avec le Disk Writer. En fait, on a effacé le jeu pour en mettre un autre. Alors déjà moi tout de suite, en tant que collectionneur, le truc qui m'a choqué lorsque j'ai appris ça, ça va faire un sacré bordel. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartouches estampillées Mario, et dedans on va mettre un Zelda. Et oui, c'est ça. Sauf que derrière, comme les Japonais sont des gens très organisés, ils avaient prévu le coup, c'est-à-dire que quand on allait faire inscrire un jeu, on nous fournissait une petite planche d'autocollant pour pouvoir mettre à jour l'étiquette sur sa disquette. Ça c'est bien. Et comble du luxe, une petite notice pour pouvoir comprendre un peu le jeu. Et ça, mine de rien, voilà, c'était quand même vachement bien. Cela dit, ça n'a pas empêché d'avoir aussi un sacré bordel au niveau de la gestion du parc de jeux en occasion. Parce que forcément, c'est parce qu'on vous donne une planche de stickers que vous allez forcément la mettre. Et comme ça suffisait pas, petit argument de massue supplémentaire, et qui a vraiment fait, je pense, le succès du système, c'est le prix du jeu à réinscrire. Donc, là, c'est vraiment du dématérialisé, on peut dire. C'est-à-dire qu'on téléchargeait le jeu pour le inscrire directement dans la disquette. Et il n'y avait rien d'autre à produire. Donc on ne payait finalement que le jeu, la disquette elle-même nous appartenait déjà. Et ça, c'était ce que visait Nintendo, c'est-à-dire vendre la masse de jeux comme ça à télécharger et s'affranchir un peu du hardware. Et comment dire, et de mémoire de joueur, je crois bien que c'est le seul périphérique de toute l'histoire du jeu vidéo qui était à ce point avantageux pour le client. Il faut savoir qu'on changeait de jeu pour 4 euros. 4 euros un jeu qui venait de sortir. Il y a même des gens qui achetaient un jeu pourri sur la sortie du Famicom Disk System pour pouvoir y mettre Zelda, qui était sorti en même temps. Alors, on a quand même un truc incroyable, voilà, pour 4 euros on changeait de jeu. Et ça s'est jamais reproduit. Voilà, ça s'est jamais reproduit. Les seuls trucs qu'on a dû voir à peu près équivalent au niveau prix, maintenant c'est les soldes Steam. Voilà, c'est du dématérialisé. On a des jeux à pas cher, des jeux assez passés, mais là on parlait vraiment de jeux qui venaient de sortir, quoi. Donc ça a fait un raz-de-marée à l'époque, si bien que 25% des Famicom se sont retrouvés équipés du Famicom Disk System. Mais alors quel était du coup tous les avantages d'avoir un Disk System hormis le prix des jeux? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la capacité, donc 112 à la place de 32 kg. On avait donc également l'avantage des pistes FM. Donc ça aussi c'est un avantage. Les musiques sont meilleures sur Castlevania et Zelda par exemple. Mais avec tant d'avantages, est-ce que le Disk System était vraiment la bonne affaire? En fait, pas tout à fait. Le Disk System avait quand même quelques défauts. Voilà, effectivement, il y avait des pistes FM de qualité, il y avait des prix vraiment très attractifs, des jeux donc en version supérieure, si tant soit peu qu'ils soient sortis sur NES, ce qui n'était pas le cas à l'époque au moment de la sortie du Famicom Disk System, car je le rappelle, la communication Nintendo, c'était on est passé au Famicom Disk System, il n'y a plus que ça. Tous nos jeux sortiront dessus. Donc évidemment, avec ça, voilà, on ne pouvait pas juger qu'il y a une version inférieure. En fait, il y en aura une plus tard chez nous. Le Famicom Disk System, lui, forcément par son mécanisme, incluait des inconvénients. Voilà. Donc le premier, c'était la fragilité, parce que qui dit disque magnétique, dit problème de démagnétisation, problème de mettre le doigt sur la partie visible, voilà, du Famicom Disk System. Donc là, il était expliqué dans la notice qui est sous forme de petit manga aux gamins de ne pas mettre le doigt là-dessus. Ce qui est logique parce que sinon après ça devient un peu illisible. Autre problème, donc aussi le piratage, mais ça c'était plus un inconvénient pour Nintendo. Et effectivement, le Famicom Disk System était issu du Quick Disc. Donc Quick Disc, c'est une sorte de disquette qu'il y avait à l'époque, qui aurait pu se retrouver compatible avec le Famicom Disk System.
si Nintendo n'avait pas inclus des petites gravures Nintendo qui sont en fait voilà, des détrompeurs. Et sans ce logo Nintendo, logo du coup forcément sous licence, il était impossible de produire une disquette qui rentre dans le Famicom Disk System. Voilà, bon, déjà un inconvénient en moins pour Nintendo. Hormis la fragilité au toucher du Famicom Disk System, on peut aussi noter la génération d'erreurs. Le Famicom Disk System, support donc magnétique, est souvent le siège de voilà, perturbations, d'erreurs de lecture qui font planter le jeu. Alors, faut quand même y aller. Hein. Par exemple, moi, quand je mets un Famicom Disk System en route en convention, il faut au moins environ 2 heures de jeu pour qu'il y ait au moins une erreur qui fasse planter le jeu. Donc, quand ça plante, pas de bol, on revient au départ. Bon. Mais avec une cartouche, ça arrive pas du tout. On a vu des cartouches qui tournaient depuis des années et des années. Il y a même un japonais assez fou pour ne pas perdre sa sauvegarde de RPG. Il avait laissé sa console allumée pendant, je sais plus, je crois 16 ou 20 ans. Un truc de fou quoi. Ça, avec un Famicom Disk System, c'est complètement exclu. Autre désavantage du Famicom Disk System, les loadings. Eh oui, support optique, dit lecture, et du coup, temps de chargement. Ce qu'on n'avait pas avec les ROM. Et ce que Hiroshi Yamauchi voudra nous vendre avec la Nintendo 64, comme quoi on n'allait pas avoir de loading, et finalement, il y en avait eu avec le Famicom Disk System. Alors est-ce que c'est ce qui lui a fait préférer le support cartouche pour la Nintendo 64 plus tard? Je sais pas. Mais en tout cas, l'expérience du loading sur Famicom Disk System, c'est un peu chiant, on va dire. Ça doit être une version supérieure au niveau graphisme sur certains jeux. C'est quand même chiant d'avoir du temps de chargement, quoi. Le Famicom Disk System, est-ce que c'est que des disquettes jaunes? Eh bien non, c'est aussi des disquettes bleues. La différence entre les deux, c'est la protection sur les disquettes bleues. Les disquettes bleues sont amenées à être transportées. Elles permettaient, entre autres, de faire des concours nationaux. Des concours nationaux grâce au disque fax. Qu'est-ce que le disque fax? Le disque fax, c'était une sorte de fax dans lequel on mettait voilà, sa disquette, chez le marchand bien sûr de jeux vidéo, et on récupérait un élément du jeu. Donc là, si c'était Mario 3D Hot Rally, c'était le meilleur temps, mais il y avait d'autres jeux avec d'autres objectifs. Par exemple, il fallait faire le moins de trous possible pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Et le bonus, le cadeau qu'on obtenait si on était dans les meilleurs, c'était les fameux disques system ou les fameuses cartouches qu'on retrouve au Japon dans des vitrines qui sont très très chères, qui sont dorées. Voilà, ça c'était les lots qu'on remportait avec le Famicom Disk System et les concours associés. Est-ce que le Famicom Disk System a rencontré un gros succès? Oui, effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, oui, il a rencontré un gros succès. Le succès, c'était donc, comme j'ai déjà dit, c'était 25% des Famicom équipés en moins de 2 ans. C'était quand même pas mal, sachant que la Famicom n'avait déjà que 3 ans. Donc, il y a quand même une grande partie des acheteurs qui se sont équipés. Néanmoins, le Famicom Disk System a quand même fait un flop. Oui, parce que sinon on l'aurait eu chez nous. Le Famicom Disk System, lui, n'a pas plu à tout le monde. C'est pas le public en fait le problème. Le public était très content de payer 4 € un jeu. Le problème c'était les développeurs. C'est le seul périphérique qui était, à ma connaissance, vraiment en faveur donc, du joueur, et par contre pas du tout en faveur du développeur. Sur une inscription de Famicom Disk System à 4 €, le développeur devait en toucher peut-être genre 1 € ou 1,50 € quoi. Parce qu'il fallait payer aussi le marchand qui faisait la gravure du Disk System et les royalties à Nintendo. Ce qui a engendré d'ailleurs des problèmes non pas que pour les développeurs mais aussi pour les distributeurs à vrai dire. Parce que sur 4 €, la marge que se faisait le vendeur de jeux vidéo par rapport à une vente de cartouches était bien plus faible. Et le développeur, c'était pareil. Le développeur, lui, au lieu de toucher 1 €, il en touchait 10 fois plus minimum sur en vendant une cartouche, même si la cartouche était plus chère. Donc au final, le Disk System s'est un peu étouffé par manque de production par les développeurs sur ce support. Donc sorti en 86, on a vu pas mal de jeux mythiques
qui sont sortis sur ce support, principalement des jeux Nintendo. Parmi ces jeux mythiques, il y avait donc le fameux Zelda, qu'on a connu sous cette forme-là, donc qui disposait de la sauvegarde à l'époque où la technologie de pile de sauvegarde n'existait pas, et qui dispose également de musique de meilleure qualité que la version européenne. Mais également, on a eu le deuxième Zelda, qui est sorti chez nous sous cette forme-là. On a eu droit aussi au Metroid. Ici, c'est une version signée par Satoru Okada, le créateur de Metroid, juste pour l'info, pour les collectionneurs qui passent par là. On a eu droit au Super Mario Bros 2, on va y revenir plus tard. On a eu droit à Super Mario Golf. Voilà. En fait, on a eu droit à plein de déclinaisons de Mario, dont une version de Mario, la 3D Hot Rally, qui était compatible avec les lunettes 3D de la Famicom en 60 Hz. On a eu droit aussi, par exemple, à Doki Doki Panic, on reviendra dessus plus tard. Et on a eu le droit aussi, principalement chez les éditeurs tiers, à la série Castlevania, elle aussi en version supérieure d'un point de vue musicalité sur ce support. Problème de rentabilité oblige, la sortie de tous ces blockbusters s'est retrouvée vite ralentie. Et oui, car quand on ne gagne pas assez d'argent pour développer la suite du volet qu'on vient de vendre, entre autres sur le Famicom Disk-System, ben on arrête la série. Donc les éditeurs se sont retournés vers les disquettes normales et ont cantonné dans les environs de 1988 le Famicom Disk-System à la réédition d'anciens jeux qui étaient plus chers sur le marché de l'occasion que sur le Famicom Disk-System. Peut-on donc parler d'une mort du Famicom Disk-System en 1988? Une mort commerciale, oui. Une mort définitive, non. La mort définitive a eu lieu en 2003, oui, un peu tard. En fait, Nintendo avait rapatrié tous les disc writers chez eux et proposé des services de regravure des disc systems, comme à l'époque, pour tous ceux qui étaient un peu retardataires et qui avaient gardé des disc systems dans un coin avec pas le bon jeu dedans. Pour autant, en avons-nous fini avec le disc system? Pas vraiment. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais revenu du Japon avec 2 disc systems. C'est pas tout à fait le cas, en fait je suis revenu avec un seul et j'en ai acheté un autre via via eBay tout de suite en revenant du Japon parce que j'avais plus assez de place en fait dans mes valises et je m'en voulais en fait de pas l'avoir pris. Donc le deuxième en fait que j'ai ramené avec moi du Japon, c'est pas tout à fait un disc system, c'est un dispositif qui regroupe une Famicom et un disc system. Qu'est-ce que c'est? C'est la Twin Famicom. Vous avez vu là? Sharp. Qu'est-ce que c'est que ça, une Twin Famicom? Alors, les plus férus d'histoire qui regardent cette vidéo, tout de suite, on connaît la Twin Famicom. Mais bon, la plupart des gens ne connaissent pas trop ce que c'est qu'une Twin Famicom. Alors, une Twin Famicom, voilà, c'est ça. Alors, elle existe en 3 coloris. Le premier coloris, c'est tout rouge. Le deuxième, c'est comme ça, en vert et noir. Donc, vert, noir partout. Et l'autre, c'est rouge et noir. Certaines sont plus rares que d'autres. La rouge est dans la première. Les autres disposent, voilà, de boutons turbo, par exemple. De petites améliorations. Quoi qu'il arrive, chaque Twin Famicom repose sur un concept à l'époque très, on va dire, innovant. Elle permettait de s'affranchir déjà du côté jouet de la Famicom, plastique chip et tout ça. Là, à l'époque, pour les années 80, ça faisait quand même un peu plus sérieux qu'une Famicom normale. Même si maintenant on aime bien le look de la Famicom, c'est rentré en fait dans la culture pop. Là, on avait quand même quelque chose pour l'époque un peu plus classieux. Voilà, qui ressemblait plus on va dire, à une platine CD, même si ça n'existait pas encore peut-être à l'époque, je crois. Enfin, ou du moins pas à prix accessible. Voilà, là on avait quelque chose quand même de plus sérieux et en fait quelque chose aussi de plus solide parce que les composants dedans sont de meilleure qualité que ceux vendus par Nintendo. Point de vue surtout sur le lecteur des disques. Donc on avait un switch, voilà, qui permettait de basculer entre le support disquette ou le support, le support disquette ou le support cartouche. Donc le classique bouton power, le bouton reset.
le petit bouton pour éjecter là, les cartouches Famicom. Ici encore, bah, on a des manettes qui sont soudées à l'arrière de la bécane. C'est dommage, ils n'ont pas supprimé ce problème-là. Bon, on aurait bien aimé et tant pis. Par contre, on voit que voilà, il y a des sorties RCA. Et ça, franchement, c'était vraiment le truc bien pour l'époque par rapport à l'antique prise antenne. Cette console a l'avantage d'offrir la meilleure image que j'ai vue sur des jeux NES ou Famicom. Même ma NES, qui est modée composite, n'offre pas une meilleure image qu'une Twin Famicom. Et pour ceux qui connaissent bien Nintendo, normalement il y a quelque chose qui vous choque. Comment Nintendo, qui est quand même très on va dire, protectionniste au niveau de ses marques, a autorisé une société externe à utiliser le hardware de sa NES pour produire une console en son nom. C'était jamais arrivé avant, ça s'est jamais reproduit après, et pourtant c'est arrivé. En fait, il y a deux hypothèses. Il faut savoir déjà que le nom Famicom n'a pas été déposé par Nintendo à l'époque de la sortie de la Family Computer. La Famicom, c'est une contraction de Family Computer qui était opérée par le public, parce que les Japonais aiment bien raccourcir les noms. Il se trouve que, non pas le nom Famicom, mais Famicom était un nom sous propriété de Sharp dès 1981, c'était le nom d'un four micro-ondes. Donc Famicom, ça se rapproche vachement phonétiquement, donc grosso modo, la licence appartenait à Sharp. Et Nintendo, devant l'embarras de l'effet Famicom, devait absolument récupérer le nom. Du coup, il y a deux hypothèses qui circulent là-dessus. C'est soit Nintendo a négocié avec Sharp en leur disant voilà, on voudrait avoir le jeu on voudrait avoir le nom Famicom dans notre escarcelle, quoi, on voudrait le récupérer. Et derrière, Sharp a négocié quelque chose en contrepartie. Le truc le plus évident pour l'époque, c'est laissez-nous construire du hardware. Après tout, Nintendo voulait absolument pas laisser la main sur le software à qui que ce soit d'autre que lui. Bon, le hardware, comme de toute façon il faisait pas beaucoup de marge sur le hardware, il pouvait très bien dire à Sharp, ok, vous faites du hardware. D'ailleurs, le hardware d'une Famicom de meilleure qualité coûte plus cher qu'une Famicom à l'époque. L'autre hypothèse, c'est que le Quick Disk, la technologie à la base du Famicom Disk était une propriété de Sharp. Et donc peut-être que pour pouvoir utiliser son Quick Disk, Nintendo a essayé de négocier en disant ok, on vous laisse faire une Famicom et derrière vous nous prêtez votre technologie du Quick Disk. Quoi qu'il arrive, ce périphérique est quand même un périphérique assez atypique qui a marqué forcément l'histoire de Nintendo, même si on ne l'a pas eu chez nous. Il a vu naître des jeux complètement exceptionnels qui ont bercé notre enfance, bon, sous format cartouche chez nous, sous format disquette chez les Japonais. Et moi je vous encourage maintenant à lire la Bible Nintendo, donc version Famicom ou version NES, si tant soit peu que vous arriviez à la trouver, ou qu'elle soit rééditée par Makebooks ou Pixel Love. Parce que là, ce que je vous ai dit, ça peut paraître peut-être, si vous ne connaissiez pas, ça peut vous paraître passionnant, mais là-dedans, il y en a vraiment beaucoup plus que ce que je vous dis. Quoi? Vous croyez que j'avais fini? Mais non, pas du tout. Le Famicom Disk en fait, il y a encore deux choses à dire dessus. Hormis le fait qu'il était le premier à faire un peu du DLC, avec les Disk Writer, c'est vrai qu'on téléchargeait via le Diskfax, voilà de quoi graver un nouveau disque. Le Famicom Disk a aussi été le premier support à accueillir des jeux publicitaires. Oui, des jeux avec de la pub. Alors, qu'est-ce qu'on y gagnait, nous, en tant que joueurs? En fait, on payait un peu moins cher. C'est-à-dire que le jeu, au lieu de le payer 500 yens, à peu près 4 €, on le payait 400 yens. Et à la place, on avait une pub de nouilles à l'entrée. Ah oui, entrée en lançant le jeu, quoi. Il n'y a eu qu'un seul jeu comme ça. C'était Kaete Kita Mario Bros. Alors, je ne l'ai pas à vous présenter, mais, tout du moins, je ne l'ai pas maintenant à vous présenter. En fait, il est en cours de transit. Je vous le montrerai sans doute dans une autre vidéo, sans doute une vidéo d'achat. Mais voilà, c'est juste un Famicom Disk avec le sticker qui a été fourni lors de la gravure, parce qu'il n'existe pas en boîte. Et quand on le lance, je vous recommande d'aller voir sur YouTube.
Là, quand on le lance, voilà, il y a une petite pub pour la marque je crois que c'était une marque de nouilles ou un truc dans le genre qui faisait des nouilles au curry ou un truc dans le genre et qui était assez plébiscité à l'époque par les gamins. Autre particularité du Disk System, c'est qu'il a vu naître un jeu qui s'appelle Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2, c'est la version originale qu'on aurait dû avoir de la suite de Super Mario Bros 1. Il ressemble en tout point à Super Mario Bros 1 d'un point de vue graphique, mais il est beaucoup plus dur. Nous, on l'a connu sous le nom de Super Mario Bros. The Lost Level, dans la compilation de Super Mario All Stars. Cela dit, on l'a vu avec des retouches graphiques dignes de la Super Nintendo. Voilà, donc finalement, ce jeu-là n'est vraiment sorti que au Japon et que sur Famicom Disk System. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce Super Mario Bros 2 et la version Super Mario Bros 2 que nous on a connue? Eh bien en fait, il est passé dans les bureaux de Nintendo of America. Nintendo of America a jugé à juste titre que le jeu était peu novateur d'un point de vue graphique et surtout beaucoup trop dur pour pouvoir séduire le jeune public. Ils ont donc renvoyé leur copie à Nintendo of Japan et leur ont demandé faites-nous un jeu qui soit plus accessible. Le problème, c'est que Shigeru Miyamoto était déjà en chantier pour Super Mario Bros 3. Il fallait donc créer dans l'urgence un jeu à l'effigie de Mario, donc si possible quand même un bon jeu, et ce assez rapidement. Donc pas le temps de refaire en fait un nouveau jeu. Nintendo a donc pris le jeu Doki Doki Panic, créé aussi par Shigeru Miyamoto, et a modifié une partie des sprites par des sprites de l'univers Mario. Il a modifié aussi quelques musiques, quelques bruits digits, voilà, a affaibli la difficulté en incluant la possibilité de marcher, en incluant la possibilité de courir, ce qui n'était pas le cas dans le jeu original qui était donc plus dur. Ce qui fait que ce jeu s'est transformé en ce jeu. Ceci explique les différences d'univers entre Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3, qui étaient presque en chantier en même temps. Super Mario Bros 3 étant sorti en 88 au Japon, c'est-à-dire à la même date où nous avons connu Super Mario Bros 2. Du coup, les Japonais n'ont jamais vraiment connu le nôtre Super Mario Bros 2. En fait, si, mais bien plus tard encore, en 91, via Super Mario Bros USA. Cette version est identique en tout point à notre version que nous on a connue, excepté l'écran titre, marqué Super Mario USA. Voilà, c'en est fini pour toutes les anecdotes avec le Famicom Disk System. Évidemment, ce support a vu naître une pléthore de jeux que l'on ne connaît pas chez nous, principalement des visual novels, donc dû à la capacité du Disk System qui permettait l'affichage de beaucoup d'écrans avec des graphismes à tout va. Voilà, c'était quand même un support très centré sur le Japon d'un point de vue gameplay. Voilà, pour nous, c'est assez difficile de jouer à tous ces jeux écrits intégralement en japonais. On a même des jeux, un peu des jeux, je connais pas le nom exact du Dungeon Keeper ou un truc comme ça, je sais plus si c'est comme ça que ça se dit. Enfin bref, c'était des jeux d'exploration de donjons, mais tout en textuel avec des graphismes très minimalistes. Voilà, c'est beaucoup de jeux assez japonais, c'est beaucoup de jeux assez japonais. Et finalement, pour nous, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, excepté voilà, ces jeux mythiques qui n'ont pas forcément besoin de texte pour être compris, tels que Metroid, Zelda, les jeux de golf, bon pour Mario Golf, et les Castlevania, Kid Icarus aussi. Voilà, il y a vraiment des petites perles, on va dire, d'un point de vue historique sur ce support. Par contre, après, si vous voulez vraiment jouer à ces jeux-là, pas la peine d'investir dans un Famicom Disk System juste pour y jouer. Prenez-les en version cartouche si elles existent. Par contre, si vous voulez jouer à Super Mario Bros 2, le vrai, là, il n'y aura pas le choix. Il faudra acheter un Famicom Disk System. Et pour clore cette vidéo, je vais parler un peu de la partie actuelle, la scène Famicom Disk System, parce que on est dans Bricolage Geek, on parle pas que geek, on parle aussi un peu bricolage. Le Famicom Disk System a donc, comme je le disais précédemment, le problème de voir certains de ces jeux
badgé d'un certain nom, mais avec un contenu différent à l'intérieur du fait qu'il y a eu les disc writers à l'époque. Il faut donc réinscrire le bon jeu sur le bon disque, mais le service de Nintendo est fermé maintenant depuis 13 ans. Quelle solution s'offre donc à vous pour réinscrire vos disques? En fait, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est réutiliser un disque système modifié, c'est le cas de celui-ci, avec une petite puce à l'intérieur. Alors attention, il y a deux modèles de disque système apparemment, et il faut modifier, donc il faut jouer du fer à souder, hein. Il faut souder une petite puce à l'intérieur, utiliser donc le port qui est ici, le port de communication du disque système, et le brancher à un PC en bricolant un câble spécifique, en le branchant donc sur un FDS stick. Le FDS stick, en fait, c'est à l'origine un émulateur de Famicom Disk System. Donc c'est prévu pour mettre des ROM à l'intérieur. On branche ça sur une Famicom via l'interface ROM qu'on a vu tout à l'heure, qui se branche sur le dessus, et ça émule la lecture d'un Famicom Disk System, mais sans Famicom Disk System. Là, l'utilisation de cette clé USB un peu spécifique va être inversée. On ne va pas simuler un Famicom Disk System pour une Famicom, mais on va simuler des ordres envoyés à un Famicom Disk System comme si c'était le lecteur d'un disk writer. Et ça, c'est énorme. Alors ça vous permet en fait de réinscrire les données sur des disques vierges, mais il faut savoir que certains disques sont protégés et qu'il peut encore y avoir des freins, voilà, à la réinscription de n'importe quel jeu sur n'importe quel disque. Néanmoins, c'est la seule solution qui reste actuellement pour réinscrire des disques système avec les bons jeux. D'un point de vue dépannage, y a-t-il des dépannages à faire sur un Famicom Disk System? Je dirais que si ça n'a pas déjà été fait, il va falloir forcément le faire, c'est le changement de la courroie. La courroie sur les disques système est soumise à un vieillissement pas prématuré mais normal. Quand on arrive à un âge comme le disque système, il est normal d'avoir ces courroies qui sèchent et qui craquellent. Donc il faut les changer, ça ne coûte pas cher, ça se fait facilement. Voilà. Donc si vous achetez un disque système, voilà, vous pouvez être sûr qu'il faudra changer la courroie. Est-ce que c'est le cas pour autant sur les Twin Famicom? Oui et non. Comme je le disais tout à l'heure, les composants de la Twin Famicom sont plus résistants. Pour l'instant, je n'ai pas eu de panne avec la mienne et j'espère que ça va durer. D'un point de vue prix, quelle somme doit-on mettre dans une Famicom, un Famicom Disk System ou une Twin Famicom? Alors moi, j'ai pas trop de repères d'un point de vue des prix, français, hormis pour le Famicom Disk System, mais parce que je les ai achetés au Japon. Mais voilà, une Twin Famicom, grosso modo, d'après ce que j'ai vu, voilà, faut compter 250 € à l'heure actuelle pour en avoir une. Et encore, peut-être pas en boîte. Une Twin Famicom en boîte, c'est assez dur à trouver. Une Famicom, c'est environ entre 100 et 150 € pour une Famicom, suivant l'état. Et un Famicom Disk System, c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir, c'est 75 € le vrai prix. Voilà, un Famicom Disk System, ça vaut pas plus de 75 €. Vous pouvez en avoir un peu plus cher, mais souvent c'est les frais de port en fait qui vous font gonfler la note. Parce que voilà, c'est un support qui vient typiquement du Japon, donc voilà, Japon, frais de port assez élevés. Y a-t-il d'autres bouquins qui parlent du Famicom Disk System hormis la Bible Nintendo? Eh bien, on a un livre aussi fait par Florent Gorge qui parle de toutes les consoles, où une partie est accessible pour le Famicom Disk System. Alors bien sûr, c'est moins... il y a moins de contenu que dans la Bible Nintendo. Néanmoins, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir la Bible Nintendo, ça peut vous donner un petit peu de contenu, et en plus, il y a plein d'autres choses intéressantes là-dedans. Ensuite, si on parle du côté collectionneur, est-ce que le Famicom Disk System est un item rare? À vrai dire, pas vraiment. C'est pas un item rare parce qu'il a été vendu vraiment beaucoup au Japon. C'est rare dans nos contrées parce que pas importé, mais c'est pas vraiment rare en soi. La Twin Famicom, elle, est plus rare parce que voilà, elle a été vendue moins parce que plus chère à l'époque, et donc du coup c'est un peu plus dur de la trouver. Néanmoins, voilà, on en trouve, c'est pas non plus une rareté. D'un point de vue sociétal, est-ce que le Famicom Disk System s'est érigé au même statut que la Famicom au Japon? Implicitement, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de goodies qu'on retrouve dans les magasins style Super Potato.
où que voilà, on voit la Famicom, on voit le Famicom Disk et on voit aussi le ROB. Voilà, ce sont des designs qui sont vraiment rentrés dans la pop culture japonaise, au même titre que la Famicom. Souvent même ça va ensemble avec la Famicom. On retrouve des petits porte-clés, comme celui-là par exemple. Mais on retrouve également des porte-clés à base de Famicom Disk HS. Le Famicom Disk n'est donc pas un périphérique au rabais au Japon. Il est même plus collector que au rabais. En effet, les jeux Famicom Disk sont moins faciles à trouver que les jeux sous format cartouche. Le problème étant peut-être la possibilité de réinscrire les jeux, car hormis les gens qui ont pensé au service Nintendo pour réinscrire leurs jeux jusqu'en 2003, si on a raté ces dettes-là, après, hormis si on est un bidouilleur, on peut très bien avoir un exemplaire de Zelda ou de Castlevania en boîte tout comme il faut, mais dedans avoir un Mario Golf, c'est dommage. Toujours d'un point de vue prix, combien coûte un jeu sur Famicom Disk? Alors comme sur Famicom ou comme sur NES, comme n'importe quelle console, tout dépend bien sûr de la rareté du jeu, de l'aura qu'il dégage. Donc pour un jeu comme voilà, les deux Zelda, au Japon c'est environ une quarantaine d'euros le jeu. Si vous achetez du Castlevania, c'est pareil, c'est dans les ordres de 40 € à 50 € le jeu. En boîte bien sûr, je dis bien en boîte, en version complète. Si vous achetez des jeux plus confidentiels, style des jeux du Gundam ou des jeux de visual novel, là en fait ça va être la cote en fonction de l'appréciation du public japonais. Personnellement je vous déconseille de les acheter parce que c'est totalement injouable. Par contre à côté de ça, on a des jeux pas chers, style voilà, le Mario 3D Hot Rally, que j'ai dû payer peut-être, je sais plus, entre 15 et 20 € grand maximum là-bas. Alors après, j'ai pas regardé les prix sur eBay quand j'étais au Japon, j'avais pas de connexion 3G, donc voilà, j'ai pris ce qui venait, ce qui me plaisait, et puis ça se trouve, j'ai peut-être payé plus cher que ce que ça valait. A contrario, on a des jeux aussi qui sont pas chers et qui sont plutôt bien, comme par exemple celui-ci. Ah ouais, on voit rien sur la pochette, et oui, c'est un jeu complètement en loose, où on a donc une seule face de gravé avec un jeu de ping-pong. On peut également trouver des jeux avec les mauvais jeux gravés dessus, pour encore moins cher. Ce qui fait qu'un jeu Famicom Disk souvent se vend entre 4 € pour les moins chers et 40 à 50 € pour les jeux les plus recherchés. Voilà, j'en ai fini avec ce Famicom Disk et j'espère que cette vidéo vous a appris au moins quelque chose. Et je vous encourage encore une fois à lire ces deux merveilleux bouquins. Merci d'avoir regardé. カセットの時代からディスクカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム新登場。本体にラムアダプターとディスクドライブを接続し3倍の能力を持ったディスクカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。ファミリーコンピューターディスクシステム新発売。